Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. 12h18 sur Europe 1 et notre point JO avec Jean-Claude Perrin, notre consultant JO, notre coach Perrin. Bonjour coach. Bonjour à tous. Comment ça va? Écoutez, c'est pas mal, un temps splendide, des épreuves merveilleuses partout. Les Parisiens aimeraient que ça dure encore des mois. Bon, formidable. On accueille également Jean-François Pérez qui est avec nous, journaliste au JDD. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Si vous voulez, c'est vrai qu'on est tous un peu en décalage horaire. Il faut expliquer pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous écoutaient tout à l'heure. On a eu quelques problèmes techniques. On était avec Dave qui était notre invité et les musiques ne partaient pas, donc on a dû changer de studio. Donc ça a été un petit peu on est allé faire un tour du côté de chez Swan. Voilà, exactement. Ça a été un petit peu la panique générale. Bon, alors Jean-François Pérez et coach Perrin pour parler de ces JO. Est-ce qu'on a un petit peu de musique? Est-ce qu'on a un peu de ukulélé, Bebe? Est-ce qu'on a récupéré Bebe? Bebe, il est là. Alors, la Marseillaise au ukulélé, rapport bien sûr au surf avec cette médaille d'or arrachée cette nuit par le Tahitien Colivast, Jean-François. Ouais, c'était un moment inattendu. Alors, il faut dire quand même que le surf, ça a été une espèce d'ovni un peu de ces Jeux Olympiques, parce que les épreuves, elles avaient lieu pendant qu'on dormait, théoriquement. Mais comme on a des insomnies aussi parfois dans ce métier, du coup, je me suis retrouvé 2-3 soirs à regarder ce paysage incroyable de l'océan Pacifique, ces îles, ces surfeurs, cette vague. Enfin, c'était une espèce d'aquarium compétitif, on va dire, de nos nuits parisiennes. Et c'était très agréable à regarder. Ça durait des jours. Les finales n'arrivaient pas parce qu'il y avait des problèmes météorologiques. Soit il y avait trop de vent, soit il n'y en avait pas assez. Parfois, ça soufflait trop fort, etc. Et en fait, cette nuit, on a réussi à organiser enfin ces finales. Et Kaolivas, qui est le local de l'étape, si on peut dire, puisqu'il s'entraîne à même pas 5 minutes à pied de là. Il vit exactement dans cet endroit-là, à côté de la vague de Taupo. C'est lui qui est arrivé à obtenir cette médaille d'or. La première médaille d'or pour le symbole du surf pour l'équipe de France. Mais enfin, on va un petit peu tempérer notre propos en disant que le surf n'est arrivé aux Jeux Olympiques qu'il y a 3 ans à Tokyo. Voilà, donc c'est encore tout jeune quand même, mais une belle première médaille d'or. Et puis Joanne Defay, la réunionnaise, elle a réussi à obtenir une magnifique médaille de bronze. Donc voilà le surf qui nous apporte 2 médailles, les 47e et 48e de la délégation française. Deuxième Jeux Olympiques donc pour le surf. Oui, c'est ça, exactement. Ça avait édition. débuté à Tokyo comme sport de démonstration. Et étant donné que la France avait quelques arguments à faire valoir, et puis ensuite vous avez bien compris aussi qu'il y avait une dimension un peu politique, voire géopolitique, de faire participer la Polynésie française à ces Jeux, malgré la fameuse histoire de la tour des juges sur place, qui a posé problème pour des histoires de respect de l'environnement et notamment du massif corallien, des récifs de coraux. On est arrivé à organiser cette compétition avec le succès que la France a connu. Donc voilà, c'était de beaux moments, en décalage horaire, mais de beaux moments qu'on a pu vivre là aussi. Coach Perrin, vous avez suivi le surf aussi? Je ne connais pas tellement le surf. Je le vois des fois quand je suis au Pays Basque. Oui. C'est un très grand sport athlétique. C'est un grand sport athlétique. Et puis, j'ai 3 sauteurs à la perche qui maintenant sont tahitiens. Alors évidemment... on a suivi attentivement tout ce qui s'est passé pour la construction. Mais vous savez, dans les îles, tout s'arrange très bien. Et tout s'est arrangé. Et alors justement, vous m'avez fait toute la transition, coach Perrin. Jean-François Pérez, l'autre temps fort de la journée d'hier, c'était bien sûr le saut à la perche avec ce record du monde totalement incroyable que vous avez suivi. Vous étiez là-bas. Ouais, on est entre nous. Quelle chance. On est entre nous, quasiment. C'est franchement, ça fait longtemps que je fais ce métier. C'est l'un des plus grands moments de ma carrière. Voilà. Parce que je suis la perche avec le coach depuis, ça fait quoi? On se connaît une trentaine d'années. C'est une discipline, l'athlétisme, c'est un sport que j'adore. La perche, c'est une discipline pour laquelle j'ai une affection extraordinaire, avec des générations de perchistes qu'on a vu passer, avec qui on s'est régalé. On a eu Renaud Lavillenie, bien sûr, qui n'est pas encore retraité, mais qui était blessé là pour ces Jeux. Et hier après-midi, je suis arrivé très tôt au Stade de France pour avoir la meilleure place possible pour me mettre à côté du sautoir, parce que j'étais persuadé qu'il allait réussir quelque chose d'extraordinaire. Alors peut-être pas battre le record du monde, mais je pensais qu'il allait battre le record olympique de 6,03 m de Thiago Braz, le Brésilien, et que ça allait être une soirée magique.
Vous aviez un pressentiment. Oui. Bon, après, on prend pas un risque énorme avec Duplantis parce que c'est un extraterrestre, c'est un oiseau. Utilisez tous les termes que vous souhaitez. C'est un champion hors norme et c'est un type extraordinaire aussi. On parlait des paris sportifs hier dans l'émission. Est-ce que vous avez joué ? Non, je joue jamais. Vous jouez jamais. Non, jamais, mais vraiment. Et en revanche, je prends du plaisir à regarder les compétitions. Et hier soir, les 3 heures entre 19h et 22h, 3h30 à peu près, 19h, 22h30, qu'on a vécu avec lui, avant de céder la parole au coach qui va vous décrypter un petit peu peut-être sa technique et son côté absolument unique. Il a réussi ce record du monde au 3e essai. Dans un monde normal, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que normalement, vous avez 3 essais, donc un pour passer une barre. Petit à petit, évidemment, on se fatigue. Et au 3e essai, en général, on n'a plus rien dans les pattes. On va juste chercher les applaudissements de la foule, on remercie, et puis on va se coucher. Lui, au 3e essai, sans même avoir fait une course d'élan exceptionnelle, parce que je l'ai trouvé un peu saccadé, il arrive à monter à 6,25 m, ce que personne n'avait jamais fait. C'est son 9e record du monde. Et en plus, la barre, il ne l'a même pas frôlée. Elle n'a pas bronché, la barre. C'est un exploit sportif monumental. Pour moi, c'est quelque chose qui entre dans l'histoire des Jeux Olympiques de Paris, mais des Jeux Olympiques en général. Et c'est un moment que je n'oublierai jamais. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir derrière. Coach, vous confirmez tout ce que nous dit Jean-François Pérez ? Il n'y a rien à ajouter. Ce qu'on a vu est merveilleux. Ce qu'on a vu est merveilleux et ça appartient à la légende du sport. Dans 50, dans 100 ans, on en fera référence. Il faut penser une chose, c'est que c'est là, en 130 ans, depuis que les jeux modernes existent, c'est la deuxième fois qu'un sauteur à la perche conserve son titre. Avant lui, il y a eu Bob Richard, qui l'a gardé 2 fois, en 52, 56, et lui, maintenant, a été capable de le faire. Il l'a fait de la façon suivante. À 6 mètres, il est en tête, il gagne. Il a le titre. À 6,10, il bat le record olympique. À 6,25, 5e saut, il bat le record du monde. Il n'y a plus de qualificatif pour ce garçon. Un calme, et surtout, ce qui est terrible pour les gens qui le regardent, c'est cet instant de facilité. Il arrive à faire croire que c'est facile, alors que la perche est quelque chose de très complexe. Comment est-ce qu'on explique une telle performance, si on peut l'expliquer ? Vous savez que vous avez quand même l'entraîneur historique de la perche française. Hein. Oui, non, mais c'est aussi pour ça que je lui pose la question. C'est l'homme à médaille, si l'homme à champion. quelqu'un a une réponse, c'est bien vous, coach. Voilà. C'est un garçon qui, à l'âge de 5 ans, avec ses frères et son père, qui était un très très bon sauteur à la perche, on a rencontré son père plusieurs fois avec les perchistes du racing, notamment en 82-83. Déjà, c'est une histoire de famille. Oui, il est né dans la perche. Il est né dans la perche. Comme il y a des gamins en bordure d'eau dans les îles, ou alors à La Rochelle, où il y a le port qui est au milieu de la ville, qui savent nager avant de marcher, eh bien lui, ça a été son cas. Premier point. Deuxième point, il a passé son temps à faire des matchs contre ses frères. Et son père m'a dit à Clermont-Ferrand, lors du meeting, qu'il était tellement teigneux que quand il était inquiété par ses frères, il rentrait dans des colères folles. Donc c'était un type qui avait soif de victoire. En numéro 2, il a beaucoup sauté, avec des qualités physiques hors normes. 10,55 sur 100 mètres à l'université. Ça va très très vite. C'est un type qui serait pratiquement dans l'équipe de France de relais. Dans l'équipe de France de relais. Absolument. C'est prodigieux. Donc il a une vitesse. Et puis, par rapport à d'autres garçons qui sont rapides, non seulement il est rapide, mais quand il décolle, au moment de ce qu'on appelle le piqué de perche, où il faut transformer cette vitesse en élévation verticale, eh bien, il n'a aucune rupture, pas de déperdition d'énergie. Il conserve l'énergie. Et plus vous mettez d'énergie dans la perche, plus vous avez la possibilité de faire un geste acrobatique, technique important.
et c'est ce qui lui arrive. Jean-François Pérez. Ouais, je voudrais juste ajouter une chose, un élément de contexte, on va dire, dans cette histoire, parce que c'est vrai que la performance est éblouissante, et il y a aussi l'atmosphère dans laquelle ça s'est déroulé. Je vous parlais du 3e essai, chose qui est déjà quasiment impossible, mais vous avez en plus un stade où toutes les compétitions étaient terminées. C'était le dernier concours. Vous aviez encore 80 000 personnes qui étaient là. Personne n'est parti. Toute l'attention du stade, évidemment, s'est portée sur le sautoir de la perche. Il y a eu du clapping, il y a eu des chansons, du karaoké. Il y a eu à ce moment-là une espèce de comment je pourrais dire, de concentration d'énergie sur Duplantis qu'il a ressenti. Et en conférence de presse, ensuite, il a dit le plus gros du travail pour moi, ça a été de maîtriser l'énergie exceptionnelle. Il a dit j'avais jamais vu ça. 80 000 personnes avec les yeux qui étaient uniquement concentrés sur moi et quelques centaines de millions de téléspectateurs évidemment, voire milliards. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu et il a fallu que j'analyse ça en temps réel et d'arriver à garder son titre. Jean-Claude l'a dit, c'est quelque chose qui n'a été réussi qu'une fois, deux si on met Elena Isimbayeva à la perche féminine dans les années 2000. Ce qui est déjà exceptionnel. Arriver à battre le record olympique dans ces circonstances, arriver à battre le record du monde dans ces circonstances-là, c'est pour ça que je vous dis, on a tendance, nous parfois les journalistes sportifs, à utiliser des termes, à galvauder, peut-être un petit peu parfois exagérés. Voilà. Mais là, hier soir, quand je vous dis que c'est entré dans l'histoire du sport et que pour moi, c'est l'un des plus grands moments de ma vie professionnelle, je vous assure que ce n'est pas exagéré. C'est pas parfaitement sincère. Armand Duplantis, on va se souvenir longtemps de ce nom. Et c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Il a 24 ans. Coach Perrin nous a dit il est né dans la perche. J'ai bien aimé et non pas il est né dans le perche parce que ça aurait été autre chose. Quoi qu'il a de lointaines racines françaises, sachez-le. Voilà, donc c'est bien, ça nous ramène un petit peu. Il est né en Louisiane. On peut récupérer une partie de la médaille alors. Oui, 1%. Bon, on va parler dans un instant d'un autre temps fort, hier évidemment avec vous, Coach Perrin, notamment, c'est le basket à 3. Vous avez suivi le basket à 3 hier ? Très peu. Très peu. Bon, on va parler quand même. Je m'intéresse. En règle générale, les Jeux Olympiques pour moi sont divisés en deux parties. Une partie avant l'athlétisme qui est une partie de recyclage, de reconnaissance. Alors, on en parle dans un instant, coach ? Mais bien sûr. Allez, on marque une pause et on parlera du basket avec Coach Perrin qui a très peu suivi l'épreuve, mais on en parlera quand même. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 et vous. 11h, 13h, Mickaël Dorian. Il est 12h35 sur Europe 1 et bien sûr on continue de parler des Jeux Olympiques en compagnie de notre coach Perrin, Jean-Claude Perrin, consultant JO à Europe 1, notre coach, j'allais dire Jean-François Pérez, on peut vous appeler coach aussi si vous voulez. Écoutez, si ça journaliste au JDD, et on évoquait juste avant la pause le basket à 3. Ouais. Alors figurez-vous, j'ai découvert hier que le basket à 3 était une épreuve olympique. Alors je savais que ça existait. Je jouais au basket dans la cour de récré quand j'étais au collège et au lycée. Je savais pas qu'on en avait fait une épreuve olympique, comme le rugby à 7 finalement. Et vous avez regardé ? Et j'ai regardé. Oui, j'ai regardé et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a effectivement une intensité qui est beaucoup plus dynamique. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus physique même. Hein. C'est extrêmement physique, le temps est court, on a 12 secondes pour tenter un panier, ça n'arrête pas en fait. Moi, je me suis demandé c'est une sorte de rugby à 7 version basket. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec le foot ? Mais ça existe. Non mais pas aux JO. Aux Jeux Olympiques. Pas encore, mais c'est peut-être en cours de réflexion parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se demandent si le foot a encore sa place, le foot à 11 a encore sa place aux Jeux Olympiques. Parce que je pense qu'on a, en fait, je peux vous faire une confidence. On en voit suffisamment. C'est mon sport préféré, mais j'ai pas très envie de regarder le foot en ce moment. Hier soir, l'équipe de France fait un match extraordinaire contre l'Égypte. Puis c'est trop long. Ce format-là, si on commence à dire ça, c'est mal parti pour la suite. Ouais. Mais le futsal. C'est ce que j'allais dire. Aux Jeux Olympiques est une hypothèse à prendre en considération pour les 10-15 années qui viennent, peut-être. En tout cas, il y aura une réflexion là-dessus. Après, il faut aussi que ce soit pratiqué par les hommes et par les femmes, etc. Il y a un tas de critères qui font qu'il va falloir mettre ça en place. Mais le foot à 11 aux Jeux Olympiques est peut-être menacé à moyen terme, on va dire. Alors, quant au basket 3-3, parce qu'on a retenu notre souffle derrière les Français qui ramènent tout de même l'argent, mais on a frôlé quand même. Ce qui était totalement inattendu. Ouais. On attendait les filles sur cette discipline, elles ont été éliminées prématurément, et ce sont les garçons qui, un peu contre toute attente, ont réussi à aller quasiment au bout. En éliminant les champions olympiques. Au passage, les Serbes
et les Lituaniens, qui sont les Lettoniens, pardon, qui sont les Lettons, j'y arrivais, qui sont les champions olympiques en titre et qui normalement n'auraient pas dû être battus. Mais il y a eu une espèce d'alignement de planètes sur cette discipline avec des Français qui d'un seul coup étaient en mission et qui ont, je pense, surperformé, un public place de la Concorde. Qui était en feu comme à peu près tous les publics, mais là il y a une espèce d'effet de condensation parce que les tribunes sont très très proches du terrain. C'est tout petit ce terrain, oui, vous avez vu, oui, effectivement. c'est une moitié de terrain de basket. Il y a une vraie proximité avec les joueurs. Exactement. Et donc ça a créé une atmosphère qui était incroyable. Céline Géraud y était hier soir pour le JDD. Et elle m'a dit qu'elle avait vécu elle aussi un moment d'une intensité folle. Et ça ne tient à rien. Puisque si vous l'avez regardé, 17-18. Un dernier panier dans une sorte de prolongation, si vous voulez, le premier qui marque a gagné, et il y a un panier venu de nulle part, de la part des Néerlandais, en reculant. Bon voilà, c'était un moment de grâce, on va dire, qui leur a permis d'aller prendre la médaille d'or. Mais la France n'était vraiment pas passée loin, et ça faisait partie là aussi des moments forts, on va dire, de ces derniers jours. On ne s'y attendait pas, la France ramène donc une médaille d'or. Un des joueurs, Jules Rambaud, relance aussi la mode de la coupe mulet, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Oui, mulet à boucle. Ah bah oui, non mais vous savez que la mode c'est un éternel recommencement. Oui, et puis moi je voudrais poser cette question à tous les deux en tant qu'experts sportifs. Pourquoi dans le sport, au foot, au basket, on a toujours des coupes de cheveux improbables? Depuis toujours, hein, ça j'ai l'impression. Hein. Oui, ça correspond à la personnalité de la société. Oui. Les gens que vous voyez dans la rue, dans le métro... J'ai l'impression qu'on se permet quand même, dans le foot notamment, on se permet des trucs un petit peu... Vous voyez certains avec des coupes de cheveux telles qu'on le voyait après-guerre dans les unités parachutistes, et puis vous voyez le demi-centre de Nice, le Brésilien Dende, qui lui a une chevelure merveilleuse. Donc il y a une très très grande liberté, et puis beaucoup ont du temps pour se faire coiffer, donc ils en profitent. C'est beaucoup plus complexe quand vous allez à l'usine. Merci pour cette analyse capillaire, coach Perrin. Merci également à Jean-François Pérez d'avoir été avec nous pour nous parler de ses exploits, et on attend la suite avec impatience surtout. Qu'est-ce qu'on doit suivre aujourd'hui avec attention ? Alors c'est une journée qui est relativement calme. Il y avait l'équitation là ce matin et la France a raté de peu, je dirais pas une médaille, mais en tout cas une possibilité d'avoir une médaille. Il y a toujours le canoë-kayak sur le site de Vers-sur-Marne à surveiller cet après-midi. Et puis il y a les sports collectifs qui vont monter en puissance au fil des jours jusqu'à la clôture dimanche, parce que vous le savez, on a des équipes formidables en volley, en basket, en handball. Et on aura notamment l'équipe de France de basket que je vais aller voir ce soir à Bercy, avec évidemment Victor Wembanyama. Ils vont jouer contre le Canada. Un gros morceau. Ou ça casse, parce que le Canada, au dernier championnat du monde, avait étrillé l'équipe de France. Or là, c'est les quarts de finale. Si l'équipe de France perd, c'est terminé pour elle. Il n'y aura pas de médaille. Donc voilà un des grands moments, on va dire, de cette soirée. Vous venez nous débriefer ça demain. On n'oublie pas le 3000 steep féminin avec une jeune femme qui peut nous apporter beaucoup de succès. Alors évidemment, c'est pas une épreuve qui est très connue et très populaire, mais elle vaut son... Et qui est d'habitude dominée de la tête et des épaules par les Kenyanes et les Éthiopiennes. Oui, qui elles vont... Ouais. Et n'oublions pas une chose, c'est une des premières épreuves mises au programme de l'athlé en 1896. Oui, donc une épreuve historique. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour nos athlètes. On reste au 3e du classement tout de même, 48 médailles françaises. On est remonté grâce au surf. 13 médailles d'or, et on est remonté grâce au surf. Merci beaucoup à Perrin et Jean-François Pérez d'avoir été nos invités. Et dans quelques instants, Mickaël Dorian, vous accueillerez dans Europe 1 et vous, Maxime Guény, rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, pour parler de l'effet JO, mais sur les parcs d'attractions et parcs à thème en général. Effectivement, parce que les JO, c'est super, mais ça a un impact aussi sur le tourisme. Vous avez remarqué que, mis à part les zones olympiques, Paris est vide. D'habitude, en cette période de l'année, il y a des touristes partout. Et en dehors des JO, l'attraction, c'est vrai que c'est Paris. Et là, il faut dire que les touristes qui n'avaient pas envie de voir de sport et qui souhaitaient simplement visiter la capitale, ils sont pas venus. On va en parler justement, vous le disiez, Estelle, avec Maxime Guény. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On vous connaît évidemment comme chroniqueur à la télé sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna, de Pascal de la Tour-du-Pin également. Ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes également directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine.
Absolument, c'est le premier magazine papier en France sur l'actualité et les coulisses de l'industrie des loisirs et des parcs d'attractions. Ça n'existait pas et pourtant ça représente près de 60 millions de visites par an en France. Ça fait beaucoup. Ça sort chaque trimestre. Alors moi, c'est un magazine que j'ai découvert il y a quelques mois, Maxime, et alors ça marche très bien. À l'heure où le magazine papier peine à s'en sortir, alors bravo. D'abord, comment vous est venue cette idée, Maxime ? L'idée est très simple, on sortait du Covid et je me suis dit c'est le moment ou jamais de sortir un magazine sur cette industrie qui est quand même très riche. Aujourd'hui on a quand même des mastodontes en matière de parcs à thème, de Disneyland, au parc Astérix en passant par le Futuroscope. Et puis on a plein de petits parcs très locaux qui maillent le territoire et qui ont une vraie vertu économique d'un point de vue touristique, d'un point de vue également industriel. Donc, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et puis c'était aussi en 2022 l'époque où Disneyland fêtait ses 30 ans. Donc symboliquement, le premier gros parc à thème en France qui s'implantait, je me suis dit c'est le moment ou jamais et les gens avaient envie de sortir. Donc voilà, j'ai lancé ce trimestriel de 100 pages avec tous les bons plans, on fait des crash tests, on teste des restaurants, les hôtels tout autour de l'univers des loisirs. Alors c'est qui on ? Vous êtes combien ? Moi, une quinzaine de journalistes qui bossent pour moi. Parce que vous voyagez dans le monde entier pour visiter des parcs finalement. Oui, c'est complètement fou. Elle est plutôt chouette votre vie. Évidemment. C'est compliqué, c'est vraiment très chouette. Et surtout que l'univers des loisirs, c'est non seulement les parcs à thème, les parcs aquatiques, les parcs animaliers, mais également les escape games qui se développent énormément en France. Et puis, il y a un point commun à tout cela, c'est l'artistique. C'est comment vous allez pouvoir faire du divertissement, quelque chose qui se vit, qui est expérientiel. Et puis, finalement, le point commun de tout ça, c'est de créer des souvenirs en famille, entre amis. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de partager tout ça. Alors je disais tout à l'heure, Maxime, il y a un effet JO sur certains lieux touristiques en particulier. On en parle depuis quelques jours de Disneyland Paris. Alors ces derniers jours, le parc était désert. Il semblerait que ça va un petit peu mieux. Mais quoi qu'il en soit, ça paraît totalement dingue en pleine vacances scolaires. C'est vrai que depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Disneyland Paris est très agréable à visiter du fait d'une attente moins longue aux attractions. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation. Structurellement, le parc est la première destination touristique européenne et elle accueille en moyenne un peu plus de 60% de visiteurs étrangers versus 40% de Français. Donc ça, c'est une première explication. Ensuite, il y a l'effet et la ferveur des Jeux Olympiques dans la capitale française. Parce que c'est vrai que la plupart des visiteurs étrangers sont peut-être plus intéressés par les événements olympiques eux-mêmes qui captent toute l'attention et les ressources touristiques disponibles. Et puis après, vous avez un deuxième élément qui peut expliquer cela, c'est la grande influence attendue à Paris avant les Jeux Olympiques et qui a pu faire peur aussi aux visiteurs français. Ils ont dû se dire ça va être blindé, on va pas forcément y aller. Eh ben non, c'est un peu tout le contraire. C'est pour ça que la plupart des parcs d'attractions font aujourd'hui des offres sur Internet, des offres tribus pour faire venir la famille. Et c'est le moment ou jamais de visiter nos parcs français parce que certes, il y a du monde, mais en fonction de la situation, on peut en profiter un maximum. Est-ce que c'est la même chose pour son concurrent, le petit Gaulois à moustache ? Non, parce que la structure du visitorat du parc Astérix, elle est un peu plus française, à peu près 90% de visiteurs francophones. Donc, la fréquentation est plutôt bonne. Après, ce qui a pu impacter aussi les visites dans l'univers des parcs d'attractions, c'est la météo. Parce que la plupart des parcs à thème, aujourd'hui, sont météo-dépendants. C'est pour ça que les parcs aussi ont mis en place ce qu'on appelle la réservation en ligne, ce qui permet aux parcs d'avoir un peu de data, des données sur le nombre de personnes et anticiper finalement la fréquentation des différents parcs à thème. Uniquement ou elles revendent aussi les datas, Maxime ? Non, je pense que, je ne sais pas si elles les revendent, mais en tout cas, ils ont une base de données pour ensuite envoyer leur newsletter et puis offrir des offres au bon moment. Mais c'est vrai que l'été pointe déjà. Je dis ça parce que c'est le grand truc maintenant. On nous demande des informations pour tout et n'importe quoi. On fait n'importe quoi sur Internet ou dans un magasin. On nous demande carrément de remplir des formulaires dans tous les sens. C'est ça, les adresses mail, les numéros de téléphone. Après, vous pouvez toujours refuser, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, si vous voulez recevoir votre ticket d'entrée, mieux vaut de laisser vos coordonnées. Et après, il y a un chiffre qui est très intéressant. 70% des Français veulent visiter cette année un site de loisirs cet été, selon une étude Calimétrie.
Cela veut dire que les gens sont prêts à dépenser un peu plus, parce que malgré l'inflation, tous les prix des parcs ont un peu augmenté de 1 ou 2 ou 3 euros, et c'est lié tout simplement aux nouveautés qui sont mises en place dans l'univers des univers. Exactement. Alors c'était ma question justement, Maxime. Est-ce qu'il y a un tourisme lié au parc de loisirs dans un sens comme dans l'autre? Est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent chez nous pour nos parcs? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des Français qui voyagent l'été pour visiter des parcs? Évidemment, tout ce qui est touristique, tout ce qui est attractif attire les visiteurs. Et puis on assiste depuis quelques années à un phénomène de resortisation des parcs. C'est-à-dire qu'ils proposent non seulement des offres qui incluent des logements, plus ou moins haut de gamme, mais aussi des loisirs à la carte pour allonger les durées de séjour. Et à cela s'ajoutent des prestations annexes telles que la présence renforcée de restaurants et de boutiques. Et c'est vrai que dans l'industrie des loisirs, ils savent rester compétitifs. De toute façon, ils doivent l'être. Parce que, compétitifs, pas sur le prix, Maxime, parce que j'ai l'impression que les entrées sont de plus en plus chères aussi. Hein. Ça dépend des parcs. Effectivement, le plus cher, ça sera, on en a parlé, Disney, faut débourser 130 euros par personne. En France, je crois qu'on n'est pas les pires de ce côté-là, parce que les parcs aux États-Unis, c'est une fortune. Là, je pars en Californie en fin de semaine et effectivement, un prix pour Universal Studios, faut compter à peu près entre 150 et 200 $. Ouais. En France, on a encore beaucoup de chance parce que on peut avoir des tarifs qui battent toute concurrence avec une trentaine d'euros par personne. Il y a des petits parcs locaux de taille moyenne qui sont vraiment très intéressants et qui peuvent permettre à toute une famille d'en profiter. Je pense à la Mer de Sable, que dans l'Oise, pour une ambiance western, même le Puy du Fou, qu'on ne présente plus, avec des shows très qualitatifs, et franchement, faut le vivre pour le comprendre, qui est à peu près une cinquantaine d'euros, à même pas 2h30 à côté de Paris, et à côté de Lyon, vous avez Walibi Rhône-Alpes, qui fête ses 45 ans, qui investissent énormément, avec des nouveaux grands 8, ou encore Nigloland, un parc familial à côté de Troyes, dans la verdure, très bien entretenu, avec tout type d'attractions pour les jeunes, les ados, les adultes. Bon, là, je crois il y a un peu de tout. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous. Et mis à part visiter des parcs, on vous retrouve à la rentrée à la télé. Cyril Hanouna a d'ailleurs annoncé le retour de votre chronique, le scoop de Maxime Guény. Oui, c'est un prétexte pour parler d'informations médias dans la joie et la bonne humeur. Donc vous revenez dans TPMP aux côtés de Cyril, c'était un peu ma question. Oh oui, un petit peu, absolument. On va parler un petit peu de télévision et on voit que la télévision intéresse particulièrement les gens quand on voit les records d'audience que les Jeux Olympiques mettent en place. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous. Maxime Guény, rédacteur en chef et directeur de la publication de Parcs et Loisirs Magazine. 1h10 dans Europe 1 et vous, dans quelques instants, elle arrive, elle est tout proche de la porte du studio pour son grand débrief. C'est Véronique Verdun. Restez avec nous, à tout de suite.